Bonjour, bienvenue à l'atelier. Alors aujourd'hui, je voudrais vous conter l'histoire de trois chassepot. Oh, bon, en fait, on va dire deux, mais dont un seul est en fait vraiment important. Oh, bon, le chassepot en tant que fusil est bien sûr très bien connu, mais ce qu'il est peut-être un peu moins, c'est qu'il existe deux modèles principaux de production. Alors celui que j'utilise, on va dire quotidiennement pour le tir, c'est le deuxième modèle, beaucoup plus courant. Mais maintenant, je peux vous présenter le premier modèle et vous montrer les quelques changements qui ont été apportés lors de la transition entre les deux modèles. La production a commencé pour de bon en avril 1867, avec chaque manufacture impériale recevant ses lots alphabétiques de numéros de série. Alors, ce fusil n'a pas de marquage sur son boîte de culasse, donc il n'y a pas le marquage du modèle, ni de la manufacture, mais d'après le macaron de réception sur la crosse, les poinçons d'épreuve et d'inspection sur les pièces, et aussi le numéro de série F. Il s'agit bel et bien d'un fusil fabriqué par la manufacture impériale de Saint-Étienne, et elle est réceptionnée en octobre 1867. Alors on sait que Saint-Étienne a fabriqué environ 70 000 fusils cette année-là, donc le numéro de série dans les 42 000, ça correspond bien à une fabrication environ au mois d'octobre. Alors l'absence de marquage sur la boîte de culasse n'a en fait rien d'étonnant pour ces premiers fusils, puisque l'obligation de marquer ne commence en fait qu'en septembre. Et il semble que ça fut appliqué, on va dire, sporadiquement au début. Donc il y a même juste des productions théoriquement au début de 1868 qui n'ont aussi pas de marquage. Les trois caractéristiques qui servent à identifier un fusil 100% premier type sont, premièrement, le léger méplat ici, quadrillé, à l'arrière de la tête du levier de culasse, une encoche, ici, à l'arrière de la tête du chien, et la forme de la queue de la boîte de culasse, ici, qui est de forme conique. Sur le fusil deuxième type, la tête du levier de culasse est ronde. La tête du chien n'a non plus d'encoche. Et la queue de boîte de culasse est pourvue maintenant de deux paliers. Cette encoche à l'arrière du chien n'est pas purement décorative. En fait, elle est assez utile lors du remplacement de l'aiguille. En fait, ça permet de caler le chien contre un rebord quelconque. Et ensuite, on peut facilement appuyer le ressort vers le bas et faire coulisser le manchon porte-aiguille et ensuite remplacer l'aiguille s'il le faut. Les caractéristiques, on va dire, non essentielles de la culasse sont éliminées pour simplifier la fabrication. Alors, j'ai entendu dire plusieurs fois que le quadrillage du levier de culasse fut supprimé suite à des plaintes de soldats qui se faisaient des petits bobos, les pauvres, au pouce. J'ai quand même beaucoup de mal à y croire, simplement pour simplifier la fabrication. La modification de la queue de boîte de culasse, par contre, est faite pour une raison bien plus sérieuse. C'est qu'il fut découvert qu'à la longue, eh bien, il y avait une concentration des contraintes à son extrémité et puis à la vis de fixation dessous. Et avec le temps, eh bien, ça entraînait à des fissures de la crosse. Alors avec le nouveau profil, ces contraintes sont bien sûr réparties sur une plus grande surface et ça élimine le problème de fissure de crosse. Alors les trois modifications n'ont pas eu lieu bien sûr en une seule fois et donc c'est possible d'avoir des fusils qui présentent un mélange des caractéristiques du premier et du deuxième type. Mais on va dire la chronologie approximative est premièrement la simplification du levier de culasse, fin 67, début 68, la simplification de la tête du chien à partir de août 68 et dernièrement la modification de la queue de la boîte de culasse fin 69, début 70. Les ébauches de canon étaient fournies par des fonderies des fabricants externes et un marquage intéressant sur ce canon est AF. Ce n'est pas Auguste Francotte ni un fabricant particulier, il s'agit en fait d'acier fondu, puisque au début il n'y avait aucun code de fabricant, donc il n'y avait pas de traçabilité. Et après quelques incidents d'éclatement de canon, on est rapidement venu à la conclusion que la traçabilité, ce serait une très bonne chose. Et les fonderies se font donc attribuer des codes alphabétiques afin de pouvoir tracer des lots défectueux ou des fabricants qui n'étaient pas
haut niveau. Mais ce n'est pas tout, car un deuxième marquage sur ce fusil le rend encore plus intéressant. Et sur la plaque de couche, nous avons le numéro 38, qui l'attribue au 38e régiment d'infanterie de ligne. Alors, les marquages d'unités sur les armes à feu françaises sont toujours relativement rares, donc ce poinçon est une excellente chose en soi, mais le 38e est particulièrement intéressant d'un point de vue historique, surtout pour moi qui suis ici en Suisse. Pourquoi? Alors, pour ça, il faut remonter à 1870. Lorsque la guerre contre la Prusse est déclarée en juillet, le 38e est réparti dans différentes garnisons en Algérie. Et au fur et à mesure de la guerre, le régiment est en fait rapatrié au début du mois d'octobre. Il est ensuite incorporé au 15e corps de l'armée de la Loire. Donc cette armée était destinée à contre-attaquer les Prussiens et aussi on espérait lever le siège de Paris. Alors, le 15e corps a participé aux batailles de Coulmiers, Loigny et Orléans. Et en décembre de cette année, le 15e corps est ensuite détaché pour rejoindre l'armée de l'Est, commandée par le général Bourbaki. Donc le but de cette armée était de contourner les Prussiens et de détruire les lignes de ravitaillement. À la mention du général Bourbaki, j'espère qu'au moins certains de vous devineront où je veux en venir. Oui, il s'agit de la tristement célèbre retraite des Bourbaki. Je ne vais pas vous conter ici l'histoire de la retraite de l'armée de l'Est, vous trouverez de très bonnes sources d'infos sur le web si vous voulez en savoir plus. Mais, en bref, la campagne de l'armée de l'Est, en fait, plutôt bien commencé, mais malheureusement, l'armée de la Loire est vaincue, celle qui devait occuper les Prussiens. Ça veut dire que les Prussiens peuvent détacher des troupes pour aller poursuivre l'armée de l'Est. Elle se trouve donc dans une retraite désespérée le long de la frontière suisse, car l'armée de l'Est, en plus, est spécifiquement exclue de l'armistice qui fut signé le 25 janvier. Donc, elle a pour option soit une capitulation humiliante devant les Prussiens, ou négocier avec les Suisses pour l'internement de l'armée jusqu'à la négociation du traité de paix. Alors, un accord fut signé le 1er janvier 1871 entre le général Clinchamp, côté français, le général Bourbaki fut indisposé, dû à une tentative de suicide, et le général Herzog côté suisse, stipulant que tout matériel militaire serait remis à la frontière même, et que ça serait bien sûr restitué à la fin de l'internement, et que bien sûr toutes les dépenses occasionnées pendant l'internement seraient entièrement remboursées par le gouvernement français. Alors ça fait que plus de 67 000 hommes gelés, affamés, et il y en a beaucoup aussi blessés, qui traversent donc la frontière suisse, et les Suisses stockent le matériel, comme l'immortalise le panorama Bourbaki, peint par Édouard Castres, qui est en ce moment exposé à Lucerne, donc ça mérite bien d'être visité si vous passez dans le coin. Alors les Suisses ne se font absolument pas d'illusions, les Prussiens attaqueraient si les Français entraient en Suisse en ordre de bataille. Et ils n'étaient pas en position de pouvoir les repousser dans ce cas. Alors il fut particulièrement méticuleux quant au désarmement et des équipements des troupes françaises à l'entrée sur le territoire suisse. Les Suisses étaient bien mobilisés au début de la guerre, puisque la Prusse et la France auraient pu chercher à couper à travers le nord-est, à travers le Jura, mais ils sont ensuite vite démobilisés lorsque le conflit s'est rapidement dirigé profondément sur le territoire français. En sorte que lorsque l'armée de l'Est est apparue soudainement, c'est une force, on va dire, assemblée de hâte qui garde la frontière. Donc absolument pas en position de contrer une attaque prussienne. Alors tout cela pour dire que le 38e régiment d'infanterie est rentré en Suisse, a remis ses chassepots à la frontière et a été ensuite envoyé pour être nourri et soigné jusqu'à ce qu'il puisse être rapatrié. Il semble qu'ils aient été internés à Coire, au Grison, car j'ai découvert qu'il y a encore un monument à la mémoire de ceux du 38e qui sont morts de leurs blessures ou de maladies pendant mars 71. Comme j'ai trouvé ce fusil ici en Suisse, il est fort probable qu'il a été utilisé pendant la guerre, qu'il a franchi la frontière en février 71 et qu'il n'a jamais quitté. Alors celui-ci, je pense que je vais sans doute le laisser gentiment se reposer
et profiter de sa retraite sur leur atelier. Alors tout au début de la vidéo, j'ai parlé de 3 chasse-peau. Alors qu'en est-il du 3e? Eh bien, nous avons ici un mystérieux chasse-peau modifié, peut-être même sporterisé, si j'ose dire, en carabine. Alors il s'agit clairement à l'origine d'un fusil premier type, ou d'un fusil transition, d'après la forme de la queue de boîte de culasse et aussi de la forme du chien. Mais les plats sur le canon et sur le boîtier ont été complètement effacés, donc ça a une section cylindrique maintenant. Et je soupçonne même que le canon a été complètement remplacé. La culasse a subi un usinage, on va dire, décoratif, et aussi le levier de culasse a été coudé. Le canon est plus court de 19,5 cm, ce qui ne correspond à aucun des chasse-peau réglementaires courts. Et les tenons de baïonnette sont bien présents, mais en fait le canon est légèrement plus épais, donc une baïonnette aux dimensions réglementaires ne passe pas sur les tenons. La hausse a été mise légèrement plus en arrière, donc elle est juste devant le boîtier, et aussi la crosse a été modifiée afin que la grenadière et l'embouchoir soient placés à un endroit proportionnel à la nouvelle longueur du canon. Et enfin, pour améliorer l'ergonomie, la plaque de couche ici est légèrement concave et la détente a été légèrement courbée pour que ça lui donne une prise plus naturelle. Alors, il n'y a aucun marquage sur cette carabine, à l'exception de 2 marques de témoins d'alignement du canon à la boîte de culasse sous le bois, de sorte que le comment, le quand et le pourquoi resteront à jamais un mystère. En tout cas, c'est clairement pas le travail d'un bidouilleur. Et donc, ouais, c'est une très belle carabine, maniable, pratique, et j'ai hâte de l'essayer. Nous voici donc à la fin de ce petit parcours à travers l'évolution du fusil chasse-peau, et bien sûr avec un petit contexte historique qu'on aime toujours rajouter. Alors, il me reste que de vous remercier pour votre attention. Merci pour votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. Et on se revoit donc très prochainement, soit ici, soit au stand. À plus!